Ma famille tient une maison funéraire. Quand je le dis, on me pose habituellement deux questions. Est-ce que c'est hanté? Et c'est flippant de travailler là? Pour la première question, non. Même si la maison en elle-même est ancienne, elle a été construite dans les années 1860 et achetée par mon arrière-arrière-grand-père en 1889, aucun d'entre nous n'a jamais vu ou entendu quoi que ce soit de particulièrement inhabituel. En 2009, mon père a été contacté par le producteur d'une de ces émissions de chasseurs de fantômes à la télé parce qu'ils avaient entendu des rumeurs disant que la maison était hantée. Mon père a rigolé et a dit au producteur qu'ils étaient les bienvenus, mais qu'il était certain que rien ne se passerait. Ils ne sont jamais venus, mais il y a un article sur ça quelque part sur internet. Pensez que la maison funéraire est un lieu liminal. Nous sommes sur le trajet pour le défunt entre deux mondes. Ce n'est donc pas très logique de hanter un lieu où on n'a aucune connexion émotionnelle, non? Pour la deuxième question, parfois, ça l'est. Depuis que je suis né, la maison est dans sa totalité une maison funéraire, et ma famille vit dans une maison derrière. Mais j'ai plus ou moins grandi ici. Mes deux parents sont les patrons de la maison funéraire, ma sœur est désaérologue, elle maquille les défunts. Mon plus vieux frère, lui, se forme dans le milieu mortuaire. Et moi, j'aide dans les bureaux et autour de la maison. Même si je souhaite pas du tout m'engager dans ce milieu. Tout ça pour dire qu'on a tous grandi à proximité de cette maison funéraire. Et je pense que même si nous pouvons tous assurer que ce n'est pas hanté, nous pouvons également tous dire que ça peut être flippant. Parfois, on entend les bruits que font les cadavres quand les gaz quittent leur corps. Parfois, les corps peuvent bouger à cause des différentes étapes de la mort influant sur les muscles. Occasionnellement, le défunt est parti dans un accident provoquant des traumas menant à des cauchemars. Nous nous sommes occupés de personnes mortes à tous âges, de très jeunes à très vieux. Il arrive quelquefois qu'un membre de la famille endeuillé ou un ami puisse avoir des réactions violentes à cette perte. Pour nous, c'est le quotidien. Mais, de temps en temps, quelque chose de vraiment flippant arrive. Habituellement, cela arrive durant les veillées mortuaires. Mon arrière-arrière-grand-père était un fossoyeur dans le Yorkshire, en Angleterre. Quand il a rejoint les États-Unis, il a emporté quelques traditions avec lui à la maison funéraire. L'une d'elles était une veillée un peu à l'ancienne, sachant que les veillées habituelles sont des rassemblements classiques que vous connaissez probablement. Certaines personnes parlent de visites funèbres. C'est plus ou moins la même chose. Lors de la veillée funèbre, un veilleur reste toute la nuit à veiller sur le défunt. Il y a encore quelques cultures qui pratiquent ça, rester toute la nuit avec le corps pour le protéger ou prier. Cela a lentement quitté nos coutumes modernes, mais dans le testament de mon arrière-arrière-grand-père, il a fait assurer que nous offrions cette veillée dans nos prestations tant que la maison funéraire sera en service. Je ne sais pas pourquoi il tenait tant, mais on dit dans la famille qu'il expliquait que les gens qui la demandent sont ceux qui en ont le plus besoin. Alors, nous le proposons. C'est sur notre liste de services, au milieu de nos autres services funéraires plus classiques. Ma famille a toujours été devant les autres en termes de prix. Je pourrais parler pendant des heures des problèmes de la corruption de l'industrie funéraire, mais vous n'êtes pas là pour ça. La veillée a toujours été un service complémentaire pour nous. Vous savez qu'on le propose seulement si vous le demandez. Voici comment nous le présentons. Un veilleur reste dans la maison funéraire, permettant l'accès par tout membre de la famille ou ami avec la permission de venir. Le directeur de l'établissement funéraire et ses employés peuvent également veiller le défunt par procuration si besoin. La veillée peut être tenue jusqu'à 7 heures du matin, quand la maison funéraire réouvre ses portes. Les gens nous demandent ce qu'apporte cette veillée. Nous leur répondons que ça donne un peu plus de temps aux proches pour dire au revoir,
cela offre un temps seul avec le défunt, ou simplement ça rassure les proches sur le fait que la personne qu'ils ont aimée n'est pas seule dans la maison funéraire. Beaucoup de gens ont peur des vols, donc cette assurance peut les rassurer. Il n'y a pas grand monde qui la demande, et ceux qui la demandent à ce que ce soit les veilleurs par procuration, comme je disais auparavant, pour être rassurés. Quelquefois, 2 ou 3 d'entre nous le faisons, et d'autres fois, c'en est qu'un seul. Il y a un mois, j'étais seul. La sœur du défunt avait demandé la veillée pour son frère, demandant à ce que ce soit maintenu jusqu'à l'ouverture des portes de la maison funéraire. Pour respecter leur intimité, je dirais seulement qu'il était à la fin de la vingtaine quand il est mort. Malgré le fait qu'il soit mort dans un accident de voiture, son corps était en bon état. Sa sœur m'expliqua qu'elle avait eu des rêves assez perturbants depuis son décès. Il était dans son cercueil, les yeux fermés, mais son corps n'avait de cesse de bouger. Elle insistait sur le fait qu'elle n'était pas superstitieuse, mais quelque chose dans ses rêves la perturbait. La veillée prit place la nuit entre les dernières visites et les funérailles elles-mêmes. Le dernier visiteur quitta les lieux vers 9h30 ce soir-là, laissant les parents et la sœur du défunt auprès du cercueil. Avant qu'ils ne partent ensemble, sa sœur est venue vers moi et ma mère et demanda si elle pouvait laisser une enveloppe dans le cercueil et mettre son portable dans sa poche. Elle se sentait mal à l'aise de l'avoir. Nous lui avions répondu qu'elle pouvait évidemment le faire. Cela lui prit à peine 1 minute. Quand elle est revenue, elle m'emmena à l'écart. « Si quoi que ce soit se passe ce soir, vous me le direz quand je reviendrai demain matin ?» me demanda-t-elle. J'étais surpris, mais j'ai répondu que je le ferais. Honnêtement, on m'a demandé des trucs plus étranges. La famille est partie, puis ma mère et moi avons organisé la veillée. Ce n'est pas aussi rituel que ça en a l'air. On allume une bougie dans la salle où se trouve le cercueil, on fait du nettoyage, et nous réalisons les demandes de la famille. La plupart du temps, on nous demande de jouer certaines musiques ou de laisser de la nourriture ou une boisson particulière. Une famille nous avait demandé de lire une lettre à haute voix pour le défunt. Certaines demandes sont même très drôles. Dans cette situation, nous avons laissé une bouteille de Pale Ale et des barres de Twix. J'ai préparé les canapés dans le bureau pour la nuit, puis ma mère est partie. Les règles pour la veillée sont assez simples. Je reste toute la nuit, avec des micro-siestes si besoin, un réveil toutes les 1h30 pour être certain d'être réveillé et d'aller vérifier que la bougie soit encore allumée et que tout soit en place. Honnêtement, une maison funéraire de nuit, ce n'est pas aussi effrayant qu'on le pense. Je garde la lumière allumée dans le bureau et dans le couloir principal, et je suis tellement habitué au bruit de cette maison que très peu de bruits me surprennent. Bref, aux environs d'1h du matin, j'ai entendu 2 coups sonores, comme quelqu'un frappant du poing contre une porte. Cette veillée n'avait aucun visiteur de programmé, nous avions donc gardé la porte d'entrée verrouillée. De plus, je n'arrivais pas vraiment à savoir d'où venaient les coups. J'ai vérifié les écrans des caméras de sécurité et je n'ai rien vu devant les portes. Je me suis donc demandé si quelque chose était tombé à l'étage. C'est une vieille maison, ça arrive. Arrivé à l'étage, rien. Tout était exactement où il devait être. Quand je suis retourné en bas, je l'ai à nouveau entendu. C'était aussi bruyant et insistant, si ce n'est encore plus. 2 grands coups, venant de nulle part. Je ne suis pas effrayé par la maison, mais j'étais effrayé par quelque chose. J'ai remonté le couloir et je rejoins la salle du cercueil. Rien n'avait bougé, pas même la bougie. Pendant quelques minutes, je suis resté là, attendant qu'il se passe quelque chose. Tout était silencieux. Soudain, 2 grands coups résonnèrent de nulle part, suivis par, on aurait dit, que toutes les portes de la maison avaient été frappées 2 fois. La porte devant, celle de derrière, celle du bureau, celle à l'étage. J'ai voulu appeler mes parents, mais quelque chose me retint. Je ne sais pas si j'étais trop effrayé et que ça m'empêchait de réfléchir, ou quelque chose de ce genre, mais je n'ai contacté personne. Après cela, tout était silencieux.
J'ai passé le reste de l'heure et demie à essayer de trouver une explication logique à ce qui aurait pu provoquer ces coups. Le temps que j'arrive à une conclusion, bruit de vieille maison, ce genre de choses, mon réveil pour aller vérifier la salle du cercueil s'enclencha. Il était 2h30, j'y suis allé à contre-cœur. La bougie était allumée, tout était en ordre. Sauf le téléphone dans le cercueil. Tout le temps où je suis resté là, il n'a pas cessé de vibrer. Pendant 10 minutes, peut-être même plus longtemps, mais je ne suis pas resté pour vérifier. La vérification à 4 heures fut tranquille. Je parlais avec des amis sur Discord et j'ai remercié Dieu pour ça. Puis vint la vérification de 5h30. Naturellement, j'étais fatigué. Je n'avais pas dormi et la moitié du temps de 4h à 5h30, j'étais tendu et j'attendais le retour des coups. Je me suis donc traîné dans la salle du cercueil et là, j'ai vu la bouteille de bière, les Twix et le livre sur le sol. La bouteille était debout et les Twix étaient toujours côte à côte. Ce n'était pas comme s'ils étaient tombés, mais comme si quelqu'un les avait pris et posés exactement comme ils étaient, mais sur le sol. Et la bougie était éteinte. Je me suis retourné et je suis retourné dans le bureau. J'ai pris le briquet et je promets que j'ai vu le corps dans le cercueil s'asseoir et me regarder. Il faisait totalement noir, excepté la lumière du couloir et le symbole de sortie de secours au bout de la salle, mais c'était suffisant pour dessiner la silhouette. Et la lumière rouge se reflétait dans ses yeux. Le problème, c'est que ma sœur avait mis des capsules sur ses yeux et les avait collées pour être certaine qu'ils garderaient bien leur forme et qu'ils restent bien fermés. Ses yeux étaient grands ouverts. Je suis retourné dans le bureau en courant plus rapidement que je n'avais jamais couru dans toute ma vie. J'étais trop effrayé pour ne serait-ce qu'hurler. Alors je me suis juste enfermé dans le bureau. Je me suis assis dans un coin, me demandant ce qui se passait. Je voulais appeler ma mère, mais mon téléphone était de l'autre côté de la pièce, et j'étais trop effrayé pour me lever et le prendre. Il a dû passer 1 heure avant que ça n'arrive. 2 grands coups sur la porte du bureau, puis le silence. Puis mon téléphone vibra. Je me suis forcé à me lever, même si j'avais l'impression de perdre l'équilibre à chaque pas. J'ai débranché mon téléphone du chargeur. Tout va bien ? C'était un message de ma mère. J'en ai presque pleuré de soulagement. Je lui ai répondu en lui demandant si elle pouvait venir plus tôt, mais je n'ai pas dit pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle arrivait dans quelques minutes. Ces quelques minutes furent certaines des plus longues de ma vie. J'ai patienté, effrayé et épuisé. Je m'attendais à entendre ma mère rentrer et hurler. Finalement, je l'ai entendue rentrer. Puis j'ai entendu la poignée de la porte jouer. Puis elle m'a envoyé un message, me demandant pourquoi la porte du bureau était verrouillée. Je l'ai laissée rentrer, et j'ai littéralement éclaté en sanglots en la prenant dans mes bras. Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé, même la bougie s'éteignant, et le corps s'asseyant. Elle m'a réconforté en me disant que tout était en ordre. Quand j'ai regardé au-dessus de son épaule, j'ai vu que la bougie était allumée. La bouteille, les Twix et le livre étaient sur la table. Ma mère pense que j'ai fait un cauchemar. Dans ma recherche désespérée de donner un sens aux choses, j'ai décidé d'être d'accord avec elle. Malgré cela, je l'ai laissé préparer l'ouverture seule, restant assis dans le bureau. Elle m'a dit que je pouvais rentrer, mais je préférais rester auprès d'elle un peu plus longtemps. À 8 heures, la famille commençait à venir. La sœur du défunt également. Elle m'a vu. Je ne veux pas savoir ce qu'elle a pensé. J'étais en hoodie avec un bas de pyjama et j'avais l'air fracassé.
Elle m'a fait signe de venir. Elle me demanda comment s'était déroulée la nuit, si quelque chose s'était passé. Je lui ai parlé des coups et du téléphone qui devenait fou, tout sauf le corps se redressant. Elle s'est mise à pleurer. Elle ne m'expliqua rien. À la place, elle rejoignit le cercueil, quelques minutes, et revint avec l'enveloppe et le téléphone. Pleurant toujours, elle tenait l'enveloppe comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Avant qu'il ne meure, je me suis disputé avec lui au sujet d'un truc vraiment stupide. Elle m'expliqua. Je n'ai pas eu l'opportunité de m'excuser. C'est une lettre d'excuse. Je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que je devais écrire. À cet instant, elle ouvrit l'enveloppe, déplia la lettre et me montra la fin de celle-ci. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Un coup pour non, 2 coups pour oui. Je ne peux décrire comment je me sentais à cet instant. Tous ces coups et ces 2 coups à la fin de la nuit. Oui, oui, oui. Puis elle m'a montré l'historique de son téléphone. Tous les appels venaient du travail de son frère. C'est mon téléphone, pas le sien, dit-elle. Elle recommença à pleurer, descendant toujours dans l'historique des appels. Le jour où il est mort, il m'a appelé du téléphone de son travail. J'étais toujours en colère, alors je n'ai pas décroché. Quand je l'ai rappelé, il n'a pas décroché. Après tout cela, sa sœur avait l'air plus sereine qu'effrayée. Et elle me remercia d'être restée avec son frère. Après ça, je suis rentré chez moi, en pensant à ce que mon arrière-grand-père avait dit. Ceux qui demandent la veillée funèbre sont ceux qui en ont le plus besoin. Ils ont besoin de plus d'aide que ce que peuvent offrir des funérailles classiques.